Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mathieu Louvet. Bonjour Mathieu. Bonjour Clément. Écoute, je suis absolument ravi de te recevoir sur notre chaîne aujourd'hui. Alors, c'est vrai que d'habitude, c'est plutôt toi qui fais les vidéos. Peut-être pour se lancer, est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement pour les quelques auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore? Donc je suis Mathieu Louvet, je suis conseiller en gestion de patrimoine et puis je fais aussi des vidéos YouTube de pédagogie sur Internet et essentiellement sur la bourse et les ETF. Super. Tu peux peut-être me dire comment s'appelle ta chaîne? Parce que tu as pas mal d'abonnés, je crois, aujourd'hui quand même, hein. Ouais, on a 70 000 abonnés, ça a bien pris et la chaîne elle s'appelle Mathieu Louvet s'investir. Ok, excellent. Alors peut-être pour continuer un petit peu ta présentation, est-ce que tu pourrais revenir rapidement, tu vois, sur ton parcours? En fait, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser au sujet de l'investissement? Enfin voilà, à comprendre un peu Ouais. mieux comment tu en es arrivé à ce créneau finalement. Ouais, alors à la base, avant d'être CGP, j'étais ingénieur en intelligence artificielle. Donc j'ai toujours aimé les maths, les chiffres, les datas, mais surtout, je pense que le début, c'est l'éducation financière que m'a donné mes parents, qui ont toujours investi dans la bourse. Mon père a toujours lu des revues spécialisées, tu sais, le revenu, mieux vivre votre argent, des choses comme ça. Et ils ont, alors ils n'ont pas gagné en bourse, ils ont pas, ça n'a pas été très fructueux. Mais par contre, en immobilier, ça s'est plutôt bien passé pour eux, en immobilier locatif. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont en train d'arbitrer vers des SCPI. Tu vois, ils veulent plus se casser la tête. Ils sont à la retraite. Mais du coup, voilà, j'ai baigné un peu dans ça et du coup, ben, j'ai commencé à investir. Moi, mes parents, ils ont commencé à investir pour moi. J'étais mineur, j'avais un compte titre, j'avais une assurance vie. Et du coup, quand j'ai repris un peu le flambeau, enfin, quand j'ai repris ça, ben, je me suis dit, voilà, comment faire pour maximiser mes investissements, optimiser tout ça et comment ça se fait aussi que mon père, il n'a pas réussi à gagner en bourse quand il investissait. Donc, voilà, ça m'a intéressé et je suis un peu tombé dedans et puis je me suis passionné pour ces sujets et voilà, du coup, après, j'en ai même fait mon métier par la suite. Ouais, Ok, donc ça veut dire que tu as repris tout ça quoi, à 18 ans du coup, tu es devenu majeur et boum, tu as repris tous tes sujets? ouais, j'ai commencé à m'intéresser, bah, du coup, ouais, à 18 ans, quand j'ai eu mon compte titre. Mon père, il a des classeurs. Enfin, du coup, je fais comme lui, là, j'ai mes classeurs. Donc, j'avais tout l'historique, en fait. J'ai pu remonter au premier achat de fonds, etc. Bon, c'est pas à mes 18 ans que j'ai tout analysé, mais voilà, au fur et à mesure, j'ai compris qu'il y avait des choses qui allaient pas. J'ai essayé de remettre à plat. Après, j'ai commencé à investir par moi-même, à sélectionner mes actions, etc. Puis après, j'ai changé de stratégie. Enfin voilà, ça a été un long parcours, mais j'ai fait pas mal d'erreurs mais ouais, ouais, c'est ça. Ok, top. Et alors du coup, donc ça, on comprend un peu. Donc tu as commencé à reprendre ça, on va dire, vers 18 ans. Et puis c'est à quel moment finalement que tu t'es dit, bah, j'ai envie de faire de ce sujet mon métier? Alors, ouais, du coup, je pense, quand j'ai publié ma première vidéo YouTube, où juste à la base, c'était pas du tout prémédité d'en faire mon métier, mais ça a bien pris. J'ai lancé ma vidéo. Un mois plus tard, je reviens, il y a 100 vues. Je me dis, mais c'est génial, les gens m'écoutent. Il y a un sujet. Et après, j'ai continué les vidéos comme ça. Et puis, je me suis dit, mais enfin, moi, j'avais pas forcément envie finalement de passer toute ma vie à être ingénieur. Et puis, tu sais, entreprendre aussi, ça devient un peu ton petit bébé. Et puis, voilà, c'est ton truc. Donc, j'ai continué dans cette voie. À un moment donné, je me suis dit, voilà, j'ai 6 mois, je me donne 6 mois pour essayer d'en vivre. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancé, du coup, il y a 4 ans. Et voilà. Puis il y avait aussi tout un côté un petit peu, comment dire, euh, tu vois, comment, enfin, à quoi sert vraiment mon argent, dans quoi l'argent est vraiment investi, qu'est-ce qui va se passer pour moi à la retraite. Bon, il n'y avait pas l'inflation qui était galopante à cette époque-là, mais tu vois, c'était tous ces sujets. Je me disais, il faut vraiment faire que ton argent fasse quelque chose, tu vois, pour te libérer du temps ensuite, pour faire des petits, enfin, pour que ton argent fasse des petits, pour préparer ta retraite, etc. Donc, voilà, tout ça, c'était des sujets qui me concernaient moi. Et, euh, et du coup, ça m'a vraiment plu de pouvoir me lancer de là-dedans professionnellement aussi. Ouais.
Ok. Et donc pour commencer, en fin de compte, tu as d'abord été en fait un YouTuber, un influenceur du sujet de la finance, et un plus à un moment finalement, tu as ajouté cette brique conseil en gestion de patrimoine. Ça s'est fait dans quel ordre finalement, et à quel moment tu t'es dit ok, bah, en fait, je vais devenir moi-même conseiller. Euh, je pense que ça s'est fait 1 an après. Je suis devenu CIF il y a bientôt 2 ans et demi. Et SIF, c'est conseiller en investissement financier hein, pour ouais, ceux qui nous écoutent. conseiller en investissement financier. Et ouais, ça s'est fait comme ça. J'avais envie de vraiment professionnaliser, de justement, qu'on me dise pas que j'étais influenceur, tu vois, qu'on me dise, enfin, de montrer mes compétences après à côté. Donc, comme c'est un métier réglementé, et tant mieux d'ailleurs, ben, j'ai fait toutes les démarches pour être CIF et enfin pour être CIF CGP quoi. Ouais, c'était assez naturel pour moi. J'avais pas l'ambition de d'être influenceur sur TikTok, quoi. C'était pas mon truc à la base. À la base, je voulais faire des vidéos. Enfin, mes vidéos, enfin, j'essaye qu'elles soient le plus travaillées possible et qu'elles soient appuyées par des études à chaque fois, par des chiffres, pour montrer par A plus B, ben, pourquoi moi j'investis comme ça. Et ensuite, naturellement, je me suis dit, ben voilà, si ensuite je veux accompagner des clients, il faut faire les choses proprement. Et c'est aussi pour ça, du coup, que je suis devenu conseiller en investissement. Ok, écoute, hyper clair. Et alors du coup, si on revient vraiment sur ton parcours, là non plus ton parcours, on va dire de d'abord influenceur puis conseiller, vraiment sur ton parcours d'investisseur. Donc là, vers 18 ans, tu reprends les sujets. On a cru comprendre rapidement que voilà, qu'il y avait peut-être eu quelques choix que tu n'aurais pas recommandés à l'époque. Euh, c'est quoi les premières décisions que tu as prises en fait quand tu t'es arrivé, tu as vu ton assurance vie, tu as vu ton compte titre, tu as fait quoi finalement à ce moment-là? Première chose, j'ai analysé. Vraiment, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui s'était passé depuis le tout début. Le compte titre, il avait été ouvert en 2003. Donc, j'ai sorti un tableur Excel et j'ai calculé la performance annualisée. J'ai regardé mon allocation au fil du temps et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'on aurait pu faire qui aurait mieux marché. C'était quoi la Donc, perf, tu peux le dire ou pas? ouais, c'était autour de 4% annuel. Ok, bon, c'est pas horrible non plus. C'est pas horrible, mais quand tu sais que voilà, en 2003, ben, j'étais tout jeune, donc j'ai un horizon de placement long terme. J'ai un profil de risque plutôt élevé. Voilà, c'était l'argent, tu sais, de mamie, de papy aussi. Enfin, voilà, c'était du bonus pour moi. Donc, je pouvais accepter une certaine volatilité, etc. Et qu'on voit que finalement, ben, on m'a mis des choses assez patrimoniales, des obligations, on m'a mis des fonds plutôt chargés en frais. Et quand tu calcules Mhm. après le manque à gagner, tu vois, si tu avais à la place investi dans des fonds indiciels ou dans des choses un peu plus optimisées, ben, tu te dis, OK, avec même pas beaucoup d'argent finalement, ça aurait pu faire quand même, c'est petit et ça aurait pu rapporter beaucoup plus. Ouais, ça, c'était la première étape. Première étape, donc analyse de ce qui s'était passé. Euh, Deuxième étape, moi, j'ai commencé à faire les choses moi-même. Enfin, j'ai appris la bourse. Enfin, je me suis renseigné énormément. J'ai fait mes premiers pas en bourse. J'ai acheté des actions. Je me suis fait mon petit portefeuille, etc. Ça, c'est T'as fait des plutôt. conneries à ce moment-là? Ouais, ouais. J'ai fait des choses. Enfin, tu vois, j'ai acheté des biotech très volatiles. J'ai acheté des actions à dividendes qui étaient très défensive. Enfin, j'ai fait des choses un peu, je comprenais pas trop. J'irais plutôt au feeling, tu vois, au sentiment. Enfin, je me disais, ok, ça c'est plutôt bien, ça c'est. Mais j'avais pas vraiment de vraie stratégie derrière. Je savais pas pourquoi exactement par A plus B, pourquoi je faisais ça. Et j'étais pas vraiment convaincu de ma stratégie. Et après, c'est là où j'ai commencé à découvrir ce qu'on appelle l'evidence-based investing, donc l'investissement basé sur les preuves. Donc avec tout le pan académique, les recherches scientifiques sur ces sujets-là, toutes les études qu'il y a au moins depuis les années 60 avec les chercheurs, notamment à Chicago, qui ont montré beaucoup de choses. Et à partir de là, je me suis dit, enfin, ça a rejoint mon côté ingénieur. Et je me suis dit, mais oui, c'est exactement ce que je cherchais depuis le début. Et c'est là où j'ai commencé à repenser toute ma stratégie, à investir notamment
en fonds indiciels, en ETF, et à vraiment, à chaque fois, à chaque décision que je prenais dans mes investissements, à baser ça sur des preuves, des faits, que ce soit la bourse, mais aussi, par exemple, le SCPI. Voilà, moi, je regarde l'historique, les datas, les données. Je ne vais pas choisir mes SCPI parce que j'aime bien le gérant. Enfin, on peut aussi, ça peut faire partie des critères. On aime bien le gérant, on aime bien comment la SCPI est gérée. Mais il ne faut pas que ce soit juste elle a un bon nom, quoi. Ce que je faisais un petit peu en bourse au début, quoi. Donc voilà, j'ai tout mis à plat et je suis reparti sur une nouvelle stratégie. Voilà, donc evidence-based investing. Et aujourd'hui, Est-ce que, je fais que ça. ok, est-ce que parce que là tu nous parlais de biotech, tu as un exemple, parce que moi je suis toujours friand de petites anecdotes, tu as un exemple vraiment où tu t'es pris une tôle en ayant vraiment fait un mauvais choix, ou finalement, bon, ça n'a pas été les meilleurs choix, mais ça allait. Euh, non, j'ai plus le nom. La biotech, c'était une biotech à Montpellier. J'ai même plus le nom, mais je sais que c'était pas une grosse boîte en plus. Mais oui, je m'étais pris quelque chose comme moins 80% Ah oui, d'accord. sur ma ligne. Ouais. Ok, donc ça fait assez mal. Excellent. Et alors, du coup, juste avant de continuer sur ce que tu as fait après en evidence-based investing, sur l'éducation finalement, parce que tu vois ce que tu décris là, c'est quoi? C'est tu as lu des papiers de recherche, tu as trouvé peut-être des contenus. Comment tu as fait en fin de compte pour apprendre tout ça? Ouais, beaucoup de livres, au début pédagogiques qui démocratisent un peu tout ça, qui t'expliquent, voilà, qui te donnent peut-être les sources. Et après, effectivement, je me suis vraiment plongé dans les papiers de recherche, dans les datas aussi, euh, notamment ce que font French et Fama, deux chercheurs, justement à Chicago, qui rendent leurs données publiques. Donc, tu peux carrément télécharger le Google Sheet, enfin le Google Sheet, l'Excel, et puis traiter les données, voir, OK, pourquoi, comment ils ont trouvé ça, et refaire les calculs aussi de ton côté. Et puis même, du coup, enfin, j'ai été ingénieur en IA, data scientist, donc je suis aussi à un moment parti sur Python. J'ai fait mon Google, mon Google Colab, j'ai retracé les trucs. Enfin, vraiment, ouais, je me suis plongé dans ça. Ça m'a vraiment passionné. Euh, et donc, ouais, je lisais pas mal de papiers de recherche. J'ai un petit peu arrêté parce que je commence à avoir fait le tour. Et je préfère lire maintenant lire des papiers qui t'informent, tu vois, des dernières recherches. Mais lire toutes les recherches et être à jour, c'est vraiment un métier à temps complet. Mais ouais, ça m'a vraiment passionné. Je suis vraiment rentré assez profondément dans le sujet. Ouais. D'accord. Et de manière générale, parce que j'imagine quand même que si tu as lancé ta chaîne, c'est aussi parce que tu as peut-être identifié peu un trou finalement dans le marché de l'éducation financière. C'est quoi ton analyse un peu de ce secteur? J'entends beaucoup de gens qui critiquent en disant oui, finalement, l'éducation financière en France est trop peu développée. Voilà, c'est quoi ton opinion? Euh, c'est vrai que moi, quand j'ai lancé ma chaîne, il y avait un trou. Alors, j'ai pas lancé ma chaîne parce qu'il y avait un trou. Comme je te disais, c'est juste par passion. Ouais. Je voulais juste transmettre ça. Mais je me suis rendu compte, surtout sur les ETF en bourse, il y a 4 ans, il y avait presque rien, notamment sur YouTube. Il y avait des articles de blog. Ça, c'était déjà un peu bien fait. Mais sur YouTube, il n'y avait pas grand-chose. Et moi, je trouve que ça s'est super démocratisé et c'est une super chose. Notamment post-Covid, il y a eu beaucoup de nouveaux investisseurs qui sont arrivés, de jeunes aussi qui prennent ce sujet-là au sérieux. Et aujourd'hui, je vois vraiment les ETF, en tout cas, bon, je suis un peu dans ma bulle de gens qui investissent, mais je vois les ETF comme quelque chose qui quand même se démocratise beaucoup et qui intéresse beaucoup les gens et qui devient aussi vraiment accepté. Là où moi, quand je suis arrivé, par exemple, il y a 4 ans sur YouTube, je parlais d'ETF. Euh, bon, les gens me crachaient pas dessus, mais presque. Euh, Ils disaient Et ils non, recommandaient quoi du coup? Parce que c'était quoi les recommandations? C'était les fonds actifs à l'époque? C'était quoi? c'était surtout action à dividende. Action à dividende D'accord. au début, stock picking. Là où aujourd'hui, on va dire, la pensée commune, c'est tu peux faire du stock picking, mais garde quand même une poche ETF dans ton core portfolio. Alors qu'avant, c'était non, non, surtout pas d'ETF. Donc ça a bien évolué, ça j'aime beaucoup. Euh, mais après, pour tous ceux qui n'investissent pas, et enfin, je vois qu'il y a de plus en plus de gens surtout les jeunes,
surtout les jeunes avec l'inflation aussi, ça a amené beaucoup de gens. Avec le problème des retraites, ça amène aussi beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ces sujets et qui vont tomber ensuite sur, des contenus en ligne et ça, je trouve ça super. En tout cas, en France, je trouve qu'on a une belle, on a de beaux, youtubeurs, de beaux, blogueurs, en tout cas sur le sujet. Bon, il y a des gens qui font pas trop les choses correctement, mais il y a quand même un corps, ouais, il y en a quelques-uns qui font vraiment les choses correctement, je trouve, qui ont beaucoup de visibilité et donc je trouve ça super. Là où dans d'autres pays, je sais pas, par exemple, des fois, je vois des vidéos qui font des millions de vues aux États-Unis, que je ne recommanderais absolument pas. J'ai l'impression qu'en D'accord. France, quand même, c'est plutôt pris au sérieux tout ça. Il y a aussi l'AMF, la RPP qui a mis, un peu son nez là-dedans, qui essaie de réguler tout ça, donc c'est pas mal. Ouais, récemment, alors ça c'est une petite aparté, mais je crois qu'il y a maintenant une sorte de formation, c'est ça, ou une certification pour influenceurs finance. Ouais, exactement, ouais. Ok, ce qui permet d'éviter peut-être un peu des charlatans qui vendraient des produits un peu douteux, quoi. Et alors du coup, peut-être là, c'est marrant, tu parlais beaucoup des jeunes. C'est quoi ton avis en fait sur les finances personnelles? Si bah là, tu vois, on a probablement des auditeurs qui ont des enfants. Toi, ta recommandation, ce serait de commencer en fait à parler de ce sujet, quoi, dès l'enfance, dès l'adolescence. Comment t'envisages la chose? Ouais, alors peut-être pas quand il est à la maternelle encore, c'est un peu tôt, mais effectivement, dans l'adolescence, c'est bien de commencer à l'éduquer, à le sensibiliser à ce genre de sujet et à lui expliquer peu à peu comment ça marche. Un taux d'intérêt, tu vois? Un truc tout simple, les intérêts composés, lui expliquer un peu, comment ça fonctionne. Et puis, je crois que c'est une bonne chose aussi de, commencer à, quand on est ado, alors peut-être pas à 10 ans, hein, mais 15 ans, 16 ans, à ce que l'enfant, l'ado, il puisse, gérer son propre budget, enfin, il a pas de rev enfin, il a pas vraiment de c'est pas vraiment un actif, mais il va pouvoir, ouais, avoir son argent de poche et comprendre, bien comment ça marche et cetera. Et après, je pense le plus important aussi, ça va être, de commencer très tôt pour son enfant, si on a de l'épargne pour lui à lui placer, de s'éduquer soi-même en tant que parent et de comprendre que si j'ai de l'épargne pour mon enfant quand il est bébé et que je veux que ce soit pour ses études quand il aura 18 ans, il faut comprendre que si on met ça sur un compte courant ou même un petit livret A, bah, c'est vraiment dommage. On passe à côté d'un manque à gagner et un coup d'opportunité à pas essayer de faire fructifier un peu mieux cet argent. Ok, hyper clair. Donc commencer assez tôt et puis surtout, comme tu dis, en fait, investir pour ses enfants le plus tôt possible, quoi. Ouais, c'est ça. Faire, un compte titre pour ses enfants, une assurance vie, il y a des choses qui sont possibles, et qui peuvent prendre vraiment, très peu de temps. On peut automatiser Ok. tout ça. Et alors là, on a parlé beaucoup d'investissement boursier. Je crois que tu investis aussi en SCPI. Toi, ça a été quoi un peu ton parcours finalement d'investisseur? Tu as commencé par la bourse. Quand est-ce que tu as découvert l'immobilier? Et puis sous quelle forme aussi? Ouais, moi j'ai commencé par la bourse du coup. C'est avant tout, moi je viens avant tout de la bourse, je dirais et après, l'immobilier, donc je te disais, moi mes parents ils ont investi en immobilier et donc je me suis toujours dit que c'était quelque chose que j'allais faire. Finalement aujourd'hui, j'ai toujours pas investi en immobilier physique en tout cas. Parce que moi, je manque, cruellement de temps aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. Mon temps est quand même bien investi dans mon activité et j'ai pas envie d'investir du temps dans la recherche de biens immobiliers ou la gestion locataire ou autre. Et donc du coup, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux SCPI. Alors, les SCPI, pour tout te dire, au tout début, je pense que c'est le cas de beaucoup, on a pas mal d'idées reçues sur les SCPI. Fiscalité, frais élevés. Je me souviens m'être dit au tout début, les SCPI, je peux faire une croix dessus, c'est pas une classe d'actifs intéressante. Et finalement, tu vois, quand tu creuses le sujet, quand tu comprends comment ça marche vraiment, que la fiscalité finalement peut être clémente, que les frais finalement peuvent être diminués ou qu'aujourd'hui il y a même des SCPI sans frais de souscription ou que les frais sur le long terme finalement lissés, ça représente pas tant de performance que ça, en moins. Eh bien, tu comprends que c'est une classe d'actifs très intéressante avec sa résilience, avec son effet, diversificateur et cetera.
Et quand j'ai compris tout ça, alors je sais pas quand est-ce que j'ai compris tout ça, mais c'était après la bourse. Je me suis vraiment très intéressé à cette classe d'actifs et, j'ai suivi aussi ce que faisait Louvainvest. Très intéressant. On avait déjà échangé, je crois, il y a 2, 3 ans. Ouais, voilà comment j'en suis arrivé au SCPI. Et puis après, voilà, personnellement, quand j'ai eu un patrimoine qui commençait à augmenter, avoir 100% en bourse, c'est quand même compliqué psychologiquement. La bourse étant volatile, tu as besoin d'avoir un effet amortisseur, tu as besoin d'avoir des actifs aussi qui, tu sais, sont un peu volatiles et vont te ramener un certain rendement annuel et vont asseoir un petit peu ta sécurité financière. Et le jour où la bourse chute, tu te dis, ben ouais, mais j'ai d'autres choses. Et puis la bourse est long terme. Et puis voilà. Et donc, quand j'ai eu ce patrimoine qui commençait à augmenter, effectivement, la classe d'actifs SCPI m'a beaucoup intéressé. Et puis aussi, en tant que chef d'entreprise, en société, la classe d'actifs SCPI peut être très intéressante. Donc, je me suis pas mal penché sur le sujet, effectivement. Et alors, attends, juste pour revenir là-dessus, parce que c'est assez intéressant, il y a effectivement ce cas d'usage, on va dire, qui est le fait de se diversifier, le fait d'avoir des revenus. Tu parlais de tes parents aussi qui réfléchissaient à faire un arbitrage, donc j'imagine à vendre des biens en physique pour en fait réinvestir le montant obtenu en SCPI. C'est quoi, eux, le raisonnement derrière qui les pousserait à faire ça? Ah, le raisonnement, eux, c'est déjà, ils ont été employés toute leur vie, enfin 43 ans de travail. Ça s'est pas fini de la meilleure manière pour mon père. Et ils ont commencé à investir en IMO il y a 20 ans quand même. Et puis voilà, enfin, mon père a fait les travaux lui-même. Il a fait beaucoup de choses, il s'est beaucoup investi. Et du coup, ils ont toujours géré les locataires, etc. Et là, arrivé à la retraite, ils sont Ils en vraiment ont en marre. mode, ouais, maintenant on veut profiter un peu de notre vie. Et ils ont bien raison, ils n'ont pas fait les métiers qui leur faisaient rêver. Donc, et puis il y a eu un élément un peu déclencheur, je crois que ça a été un squat. Enfin, un squat. Quelqu'un Ils à payaient qui ils plus, ont fait quoi. confiance au début parce que situation un peu précaire, ils se disaient, bon, on va quand même l'aider, on va accepter son dossier de locataire. Mais au final, impayé. Euh, la personne, elle voulait rester absolument dans le logement, on ne pouvait pas la faire partir, évidemment. Même pire que ça, c'est que la personne avait 2 logements simultanés où elle ne payait pas. Et ça, vraiment, à mon père, ça l'a mis fou de rage, quoi. C'était pas du tout quelqu'un qui était dans la misère et qui ne pouvait pas payer, absolument pas. C'était juste quelqu'un qui profitait un peu du système. Bref. Et donc, tout ça pour dire que entre les travaux, cette histoire, etc., et aussi le calcul du rendement, tu vois, tu calcules le rendement net enfin, j'ai calculé avec mon père les rendements nets de leurs biens immobiliers. Bon, on s'est dit là, avec la belle plus-value qui pourrait se faire, parce que enfin, ça, du coup, on a de l'IMO, enfin, il y a certains biens IMO qui ont 10 ans, etc. Est-ce que ce serait pas opportuniste, tu vois, de vendre si aujourd'hui on arrive à du 3% net en immobilier, en gérant les locataires, etc. Pourquoi ne pas aller sur des SCPI où on pourrait peut-être aller avoir du 4-5% net, mais sans aucune charge mentale et C'est sans clair. aucun temps de gestion. Donc c'est ça Ouais. qui fait réfléchir mon père et là, il va arbitrer bientôt. Ouais, je comprends bien. En plus, pour le cas retraite, tu vois, avoir des revenus qui tombent, bah, finalement vraiment sans rien faire. Moi, tu vois, je dis souvent, on vend beaucoup l'immobilier comme des revenus passifs. En fait, l'immobilier, c'est rarement des revenus passifs, sauf en fait en SCPI où là, pour le coup, t'as vraiment rien à faire, quoi. Mais c'est vrai que beaucoup de formateurs passent un peu sous silence bah, le fait que en fait l'immobilier physique, ouais, il y a du boulot. Ça s'entretient, un immeuble faut gérer les locataires. Enfin, tu le sais, tes parents le savent, mais c'est du boulot, quoi. Carrément, c'est un projet entrepreneurial en fait. L'immobilier, on ne se rend pas compte. C'est pas un investissement où tu vas avoir des fruits uniquement du capital. C'est fruit du capital et fruit de ton temps aussi à trouver le bien, à gérer le locataire, etc., etc. Ouais, moi, c'est Et ce que je dis souvent à nos clients, hein, ouais, c'est qu'en fait, tu peux gagner plus en immobilier, mais en fait, parce qu'il faut le voir comme, bah, tu mets ton travail, quoi. Donc, en fait, oui, exact. si tu es prêt à aller faire des rénovations, etc., bah, tu peux gagner un peu plus, mais après,
voilà, c'est un arbitrage. Est-ce que tu veux mettre ton temps là? Et pour certains, ça peut carrément faire sens, hein. Et puis pour d'autres, peut-être un peu moins. Exactement. Et moi, en tant que chef d'entreprise, du coup, mais même en tant que particulier, on pourrait pricer son temps passé. Tu vois, tu rajoutes dans le coût de l'immobilier physique le temps que tu as passé avec ton taux horaire, entre guillemets. Bon, c'est un peu une vue de l'esprit, mais là, tu as ton rendement réel, en fait, de l'immobilier. C'est Mais bon, clair. après, c'est clair que quand c'est bien fait ouais, quand l'achat en immobilier physique est bien fait, à levier, enfin avec effet de levier, à crédit, il y a des choses qui sont, enfin, il y a des gens qui s'en sortent très bien. On peut quand même, on peut pas des fois, enfin, des fois c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, etc. Mais il y en a quand même qui arrivent à Bien sûr. Bien sûr. s'en sortir et ils sont peut-être au début avec un petit salaire, etc. Et c'est vrai que ça peut leur générer du cash flow. Voilà, il y a des choses quand même, il y a des gens qui arrivent à faire les choses bien. Bien sûr. Non, mais je suis 100% d'accord. Et alors, toi aussi, en fait, je crois que tu as investi en SCPI. Est-ce que tu te sentirais à Ouais. l'aise peut-être de nous partager un peu, bah voilà, finalement, dans quel SCPI tu as investi, comment tu les as choisis, qu'est-ce qui t'a poussé à les sélectionner? Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai pas mal investi avec ma société plutôt, qu'en perso. Comment je sélectionne mes SCPI? Je tiens un Google Sheet assez précis d'analyse sur les SCPI que je trouve intéressantes, enfin sur une soixantaine de SCPI globalement, et où dedans, en fait, je fais un score par SCPI. Alors c'est un score, comment dire? C'est mon score, hein, c'est pas une valeur, j'ai pas la vérité absolue sur ça, mais en gros, ce score, il prend plusieurs, critères en considération, notamment le TRI estimé sur 10 ans. C'est quelque chose que j'essaye de calculer et dans ce TRI estimé, du coup, je prends en compte les frais, l'historique de la SCPI, combien elle a versé, combien elle a, su aussi, revaloriser son patrimoine. Hem, ouais, voilà, donc je prends tout ça en considération et le prix d'achat aussi, donc est-ce qu'elle est décotée par rapport à sa valeur de reconstitution ou pas? Et j'essaie d'estimer, alors évidemment que, performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais voilà, j'essaie d'estimer déjà avec un premier indicateur, quelle performance on pourrait avoir sur les 10 prochaines années sur chaque SCPI. Ensuite, je regarde aussi les gérants, je regarde pas mal, d'interviews de gérants et c'est vrai qu'il y a des stratégies que j'apprécie plus que d'autres, et je pense qu'on est assez d'accord d'ailleurs sur ça, S'investir et Louvainvest, je dirais, dans le sens où j'aime bien moi les SCPI qui sont opportunistes, qui vont plutôt être diversifiés en Europe et en secteur et qui du coup vont se dire: quelles opportunités, j'ai actuellement? OK, je peux acheter des commerces au Portugal ou, des bureaux en Allemagne, peu importe, je dis n'importe quoi. Mais, voilà, quelle est la meilleure opportunité? Quel est le meilleur bien à acheter en ce moment? Et ils peuvent s'y positionner dessus. Contrairement à des SCPI un peu plus rigides, qui parfois sont contraintes d'investir, par exemple, à Paris, dans des bureaux. Et donc, du coup, si les bureaux parisiens sont survalorisés, elles sont obligées d'acheter des biens valorisés, enfin survalorisés, ce qui est dommage. Hem, donc voilà, ça j'aime plutôt, les gérants qui pensent comme ça, qui pensent opportunité et qui sont pas trop, contraints. Hem, voilà, après je regarde d'autres indicateurs, mais qui sont un peu plus secondaires, je trouve. Capitalisation, notamment parce que j'ai plutôt un profil, offensif. Donc, finalement, que ce soit une jeune SCPI, je vais Ça te plutôt dérange pas, regarder, ouais. voilà, ouais, je enfin, enfin, c'est très bien aussi. J'ai aussi des SCPI, très anciennes, qui ont des milliards de capitalisation, un peu pour amortir aussi dans le portefeuille SCPI. Mais je suis plutôt offensif, j'aime bien aussi les nouvelles SCPI et donc les SCPI opportunistes, ouais. Juste une Tu utilises, aparté, juste ouais, un vas-y. aparté, pardon. On me dit souvent: «Est-ce que Louvainvest, ça t'appartient?» Parce que je m'appelle Mathieu Louvet et les Ah, gens me demandent si, j'ai une relation avec Louvainvest. Donc, on peut le dire officiellement, Clément? Je on suis peut le dire actionnaire officiellement. à 50. Non, je Alors, n'ai aucun lien je n'ai aucun non, lien non, il y a avec pas de Louvainvest.
Non, non, effectivement, mais c'est vrai que Louvain-Invest, je comprends qu'il y ait des confusions. Et alors, attends, juste, c'est hyper intéressant. Tu te sers de l'open data qu'on met à disposition justement pour tes indicateurs ou pas? Ouais, ouais, très intéressant, l'open data de Louvainvest. Il y a d'autres courtiers aussi en SCPI qui font des fois des sheets comme ça. Et ouais, j'essaye D'agréger un d'aller peu tout, quoi. prendre mes infos à droite, à gauche, mais essentiellement en fait dans les rapports trimestriels et Ouais. dans les rapports annuels. Ok, bon, on est en train de bosser sur un truc pour faire de l'extraction par IA. Je t'en parlerai par ailleurs, mais bon, Ok. qui permettrait de faire ça de manière encore plus rapide. Nous, on le fait tous les 3 mois, du coup, on récupère toutes les datas des bulletins trimestriels. Mais justement, l'idée, c'est d'aller encore plus loin et d'essayer de récupérer de plus en plus de data. Parce qu'en fait, si tout à coup, ça te demande pas un humain d'aller extraire chaque point de données, bah en fait, Ouais. tu peux faire beaucoup plus, quoi. Ok. Et juste par rapport à tout ça, j'avais envie de te poser la question, là, ça me brûle. Est-ce que tu te sentirais à l'aise de nous dire un peu ton top, je sais pas, 3, 5, à toi de voir un peu de tes SCPI fétiches du moment? Ouais, 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 carrément. Une SCPI que j'aime particulièrement, c'est Remake Live. J'aime beaucoup les gérants aussi, les deux. J'ai oublié Nicolas et David? ouais, exactement. Euh, En plus, SCPI sans frais de souscription, SCPI qui est dans le top depuis qu'elle existe en termes de rendement. Mais SCPI, voilà, opportuniste, diversifiée, euh, je la trouve très intéressante. Puis, j'ai un peu d'SCPI en assurance vie et on peut la trouver en assurance vie Mhm. pour le fait que l'assurance vie peut être une enveloppe capitalisante. Ensuite, j'aime bien, alors je ne sais pas si c'est un top 2, hein, mais j'aime bien Quorum Origin. Ouais. J'aime bien Hirokozen. Je n'ai pas vraiment fait de classement pile Vas-y, poil non, c'est dans ma pas grave, tête, vas-y. mais on parlait on parlait de SCPI plus grosse capitalisation et plus ancienne. J'aime bien Épargne-Pierre. Et puis, quel SCPI je pourrais citer? Euh, Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je sais pas si j'en ai d'autres en tête. Ouais, c'est déjà pas mal. Ok, Bon, après, très bien. il y a des nouveaux acteurs que je suis en train de regarder. UPK, Transition Europe. J'attends de voir un peu ce que ça donne. Et, mais Ouais, voilà. UPK, la dernière sans frais, hein, pour les auditeurs, Ouais, effectivement, parce que là, tu en as cité deux sur les quatre sans frais. ouais, Donc, qui sont Remake, Hiroko, UPK qui vient de se lancer et Novaxianeo qui est un exactement. peu la doyenne du groupe. Hyper Exact. intéressant. Puis Transition Europe, effectivement, numéro 1, hein, 8-16% l'année dernière en performance. Ouais, C'est vrai que je pense que elle a attiré l'œil de pas mal de gens en annonçant une perf aussi élevée, quoi. Ok, super clair. carrément. Et alors du coup, donc on a pas mal parlé hein, du fait donc de ces SCPI. Peut-être question comme ça à brûle pour point, tu aurais qu'est-ce que tu penses de la SCPI à crédit en fait? SCPI à crédit, c'est un sujet qui est très intéressant. Alors, déjà, je suis un peu déçu des banques de toujours mettre un petit spread autour de 1% en plus que le crédit immobilier pour un bien immobilier physique classique. Euh, je trouve que c'est dommage qu'elles comprennent pas que finalement, c'est pas plus risqué qu'un autre investissement, puisque la SCPI est diversifiée. Je sais pas si toi, tu as une raison à ça. Les banquiers expliquent Si, ce spread, ouais. je peux te donner la raison. En fait, la raison, c'est que il y a très peu de contrepartie commerciale quand tu fais un crédit SCPI. Ok, C'est-à-dire que tu peux arriver à faire un crédit SCPI chez une banque et c'est tout, quoi. Tu fais une transaction avec eux, tu fais un crédit SCPI, c'est tout. Un crédit IMO, généralement, en fait, les taux sont plus bas, mais parce que le banquier va te gratter une ouverture de compte, ouais. déplacer tes comptes principaux vers cette nouvelle banque, une assurance de prêt souvent, même si derrière tu peux la couper, mais ils savent très bien qu'en fait 95% des gens vont pas la couper. Ils vont te gratter un livret A, un potentiel. Enfin, tu vois. Et en fait, souvent, c'est ça le truc, c'est qu'un crédit immobilier pour les banquiers traditionnels, c'est un moyen de capturer un client. Alors que, en fait, c'est vrai que le crédit SCPI, en plus, tu vois, les banques qui font des crédits SCPI, c'est pas des banques dont l'objectif c'est de capturer des clients particuliers. Donc, en fait, eux, ils le font vraiment. Ils ne gagnent de l'argent que sur le taux d'intérêt du crédit SCPI. Là où une banque, en fait, sur un crédit immobilier classique, peut se dire, OK, bah, peut-être que je gagne peu, voire pas d'argent sur le crédit IMO, mais je vais, entre guillemets, me refaire sur des Hmm. services annexes. Donc, c'est ça la raison principale qui est évoquée. Après, je pense qu'on peut faire peut-être un petit peu mieux et on est en train de regarder pas mal de choses autour de ça hein, pour améliorer, mais je te rejoins là-dessus.
Ouais, carrément. Ouais, OK, très intéressant. Tu vois, je m'étais jamais trop, j'avais jamais trop, creusé le sujet, mais OK, du coup, c'est ça la raison. OK, ça se comprend. Principalement, ouais. Ça se comprend, ouais, du coup, si un jour, vous, Louvainvest, par exemple, vous réussissez à avoir des partenaires, de confiance qui minimisent en tout cas ce spread, ça peut être intéressant pour les gens, c'est clair. Après, ouais, moi, je suis pas contre, investir en SCPI à crédit. Après, c'est, un petit peu dommage, quand les taux sont hauts, quand on voit le taux de rendement en face de la SCPI, si tu dois emprunter à 5 et toucher 5, c'est dommage, tu vas avoir quand même un bel effort d'épargne en face, mais clairement, bon, je dis un lieu commun, mais quand les taux sont plus bas, c'est mieux. On est tous d'accord là-dessus, effectivement. Tiens, d'ailleurs, très rapidement, c'est quoi ta lecture des taux? Je sais bien que personne n'est expert et personne ne sait ce qui va se passer, mais j'imagine que tu partages peut-être le consensus sur une baisse des taux à venir dans pas trop longtemps. Oui, voilà, je partage ce consensus. Après, on peut pas trop prédire, mais bon, on a vu le budget français ne pas être dans les meilleures conditions ces derniers temps, et donc peut-être qu'ils vont pousser la BCE aussi. Enfin bon, normalement elle est indépendante la BCE, mais peut-être que la BCE va se dire aussi bon, on a certains Faut qu'on aide un peu gouvernements les États. qui Ouais, sont pas ouais, c'est ça. Donc ouais, moi je m'attends quand même à une baisse de taux cette année, hein. ok. Hyper clair. Et alors du coup, peut-être pour conclure, c'est quand même toi vraiment ton cœur de métier, on va dire ce que tu fais tous les jours, c'est conseiller les gens. Si là, on pouvait parler à un investisseur débutant, peut-être quelqu'un qui n'a pas encore franchi le pas, qui hésite, qui tâtonne, qui a un peu peur, euh, voilà, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire finalement et qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ouais, alors déjà, c'est bien, de tâtonner au début, de bien réfléchir avant de passer à l'action, clairement. Après, c'est bien aussi de se lancer, même avec un petit peu. Si on fait des erreurs, c'est pas grave, on apprend. Hem, c'est pour ça que je dis de pas mettre beaucoup au début. En tout cas, que ce soit en bourse comme en SCPI, on peut commencer avec, en bourse, on peut commencer avec 10 € vraiment. Donc, voilà, on met 10 € sur un compte titre ou sur un PEA, puis on voit ce que ça donne, et c'est aussi comme ça qu'on apprend. En SCPI, je pense que pour se lancer, il faut au moins 200 €, c'est ça, non, le prix de Absolument, la ouais, 200, 187, ouais, mais 200 en gros. 187 €. Donc, ça permet de mettre le pied à l'étrier, de comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est quand vous allez mettre de l'argent que mécaniquement, votre cerveau, il va se dire: OK, il faut quand même que je comprenne bien ce que j'ai fait, parce que là, j'ai de l'argent, je suis skin in the game là». Hem, Ça donc ouais, ne pas hésiter à un moment donné se lancer avec peu et y aller progressivement. Ça, c'est un conseil que je donnerais. Ensuite, s'éduquer, continuer à s'éduquer sur internet, donc comme je disais, hein, il y a de très bonnes chaînes YouTube, il y a de très bons blogs, il y a de plus en plus de professionnels de l'investissement qui se mettent à créer du contenu, donc quand même du contenu qui devient de plus en plus sérieux à mon sens. Louvinvest, mais il y a d'autres, courtiers en SCPI, il y a des fonds de gestion qui s'y mettent, il y a plein de magazines spécialisés qui sont sur YouTube ou qui sont sur des articles de blog, et cetera. Donc il y a vraiment moyen de trouver des informations. Il y a plein de forums aussi pour s'éduquer, et cetera. Bon, ça peut prendre un peu de temps. Donc ouais, conseil un, mettre le pied à l'étrier. Conseil 2, continuer à se former, à apprendre. Et puis conseil 3, moi ce que je dis, c'est de diversifier. En bourse, c'est quelque chose d'essentiel. Ne pas mettre, tout sur une seule action, parce que là, il y a vraiment qu'une seule entreprise derrière. En SCPI, bon, la SCPI normalement diversifie déjà pour nous avec plusieurs biens immobiliers, plusieurs locataires. Hem, mais voilà, c'est important, de se diversifier, de ne pas être all-in sur une biotech et de voir, moins 80 sur son portefeuille. Ou un petit RPA ou un truc comme ça, ouais. Ouais, ouais. Même, les investissements bon père de famille, Athos, Orpea ou autres, peuvent finir par se casser littéralement la figure. Écoute, super. Bah, en tout cas, Mathieu, moi, je suis absolument ravi de voir un peu ta stratégie, de voir aussi tout ce que tu as pu accomplir en si peu de temps. Je pense que c'est, bah, je suppose, une vraie inspiration bah, pour tous nos auditeurs. Un mot de la fin que tu veux ajouter ou tout est bon pour toi? Tout est bon pour moi.
Non, je pense on a fait un bon petit tour d'horizon. Eh ben, écoute, en tout cas, c'est un plaisir de te recevoir, Mathieu, et je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup Clément, à la prochaine. Ciao.